J'ai une question au sujet du processus de deuil et je voulais savoir si on pouvait le répliquer à des enfants. Le processus de deuil des enfants, c'est grosso modo la même chose, mais le mode d'expression est différent et les besoins sont différents. Dans les très très grandes lignes, le processus de deuil de l'enfant, du petit enfant, il va être déterminé par la conscience qu'il a de la mort. Vous prenez un petit de 4 ans, pour lui la mort, c'est pas durable, on peut être mort et puis on est vivant après. Ça peut être contagieux, ça ne touche pas papa et maman, et ça me touche encore moins, moi. Donc il y a vraiment une intégration, et un petit qui perd un parent, par exemple, jeune, on voit le processus qui évolue au fur et à mesure de son avancée en âge. Donc la juste aide à un petit en deuil, c'est vraiment la même façon, hein, l'inviter à parler de ce qu'il ressent, et souvent c'est du non-verbal pour l'enfant. C'est les dessins, c'est les jouets, c'est les jeux, c'est tout un discours autour de la mort, parfois très cru, mais on peut vraiment arriver à dire les choses. Un exemple, une dame avait perdu son compagnon par suicide, et la petite fille, une petite fille de 5 ans, elle apprend que la petite fille dit « mon papa est mort d'un infarctus à l'école ». Et la maman dit « non, c'est pas juste, il n'est pas mort d'un infarctus, son papa ». Et elle est venue me voir, pas pour elle, mais pour s'aider elle-même, c'est ça une des clés, on aide un enfant en s'aidant soi-même. C'est la première prérequis, que l'enfant va se modéliser sur le vécu du deuil du parent. Plus le parent prend soin de lui, plus il crée les conditions pour que l'enfant s'autorise uniquement ce que le parent va s'autoriser. Si le parent s'autorise beaucoup, l'enfant va s'autoriser beaucoup. Et donc c'était amené à cheminer auprès de ces petites filles pour qu'au bout du compte, le mot suicide soit nommé, le mot crémation soit nommé, la visite au columbarium soit nommée. C'était drôle, cette petite fille très pratique, et voilà, petite plaque comme ça, puis elle regarde, elle est dans la voiture avec sa maman, elle s'est parlé toujours avec sa maman quand la maman conduisait, puis elle dit « Maman, papa, il est quoi? Il est accroupi, enfin, comment il tient là-dedans? Comment il tient ?» Et là, la maman, elle a eu un coup de génie, elle a fumé, une tare, mais enfin, elle fumait, et elle dit, tu sais, la cigarette, elle prend du volume, mais quand la cigarette, on la laisse se consumer, après, elle prend un tout petit volume. Ben voilà, papa, il a décidé qu'on brûle son corps, elle a utilisé l'expression comme ça, c'est pour ça qu'il est dans un petit volume, donc il n'est pas recroquevillé. Ah bon? Et hop, c'était intégré. Donc il y a vraiment... Et pourquoi c'était aussi facile pour elle? Parce qu'elle, on a cheminé ensemble sur les mots. Elle avait plein de peurs par rapport à sa petite fille, plein de peurs en lien avec les mots, plein de peurs. Mais là, ce qu'on a pointé aussi, c'est qu'il faut éviter d'être trop symbolique, métaphorique avec l'enfant. On dit à un petit enfant, ton papa est dans le ciel. Ok. Eh bien, je me souviens d'un petit garçon, c'est une maman qui me racontait ça, ou je l'ai lu, je ne sais plus si je l'ai lu ou si c'est un récit. En tout cas, ce petit garçon, quand il y a eu la sonde qui a été envoyée sur Mars, il était collé à l'écran. Et il disait à sa maman, peut-être qu'on va voir papa. Parce qu'on avait dit clairement. Et donc, c'est au pied de la lettre. Mais là, c'est amusant, c'est mignon. Mais quand on dit au petit, bon, maintenant, mon chouchou, tu vas être... Ton papa est mort, tu vas être le petit homme de la maison. Il a juste 7 ans. Hein. Et petit homme de la maison, et là vous avez une charge de panique sur l'enfant, les résultats scolaires qui chutent, et puis il dit rien, non, je dois être le petit homme de la maison. Et vous voyez, faire attention sur les mots, ou ta petite sœur s'est endormie pour toujours, puis il développe des troubles du sommeil, ben oui évidemment, hein, etc. Donc vraiment c'est vraiment être très, très concret, et on est étonné de la capacité de l'enfant à intégrer les choses, mais par petites bouchées. Par exemple, dit ton papa est mort. Ah bon, puis il repart jouer. Il n'a pas compris et tout. Sauf qu'ici, il a tombé. Mais sa petite vie psychique ne peut capter les choses que par petites bouchées. Et il peut qu'il revienne 1 heure après ou 2 jours après en disant il avait quoi, papa? Elle dit il avait une maladie grave. Ça s'appelait comment? Un cancer. Puis il repart jouer. Il se peut qu'après, 1 semaine après, c'est quoi un cancer? C'est par petites bouchées. Donc là, il y a un tempo. En fait, c'est les mêmes besoins, mais le mode d'expression est différent.
Bonjour. J'avais une question concernant les deuils qui sont vécus à distance. Comment on peut aider justement un enfant? C'est-à-dire deuil à distance, précisément. Écoute, pour ma part, j'ai Oui. vécu la mort de mon père à l'âge de 13 ans et demi, mais je vivais de l'autre côté de la planète. Oui. Donc je n'ai pas vécu physiquement, enfin concrètement sa mort. Sa mort est restée abstraite pour moi. Et peut-être pour cette raison, c'est un deuil très long et très difficile, je trouve. Oui. Et donc il n'y a jamais eu, je l'ai jamais vu mort, j'ai jamais pu me mettre dans ses vestons. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et voilà, je voulais vous demander si vous aviez des clés pour ce type de situation. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Le processus se fait de toute façon, mais c'est vrai qu'il se fait beaucoup plus lentement parce qu'il n'y a pas de support tangible. Hein. Mais il se fait, mais beaucoup plus lentement. Ça peut s'étaler sur beaucoup d'années parce qu'il n'y a rien qui vient rendre tangible la réalité du décès. Hein. Ça, c'est clair. Mais je peux relier votre question avec le fait que parfois le corps, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de support. Ce qui est important dans ces cas-là, en tant qu'être humain, là c'est surtout entre tout ce qui est la transition entre la première étape et la deuxième. Les êtres humains, ils ont capté intuitivement qu'il fallait mettre des gestes. Et c'est pour ça qu'il y a les rituels des obsèques, notamment. Plein d'autres rituels, mais les rituels des obsèques ont une fonction à la fois spirituelle et religieuse, ça c'est sûr, mais il y a une fonction aussi psychologique qui aide à l'intégration. Mais quand il n'y a pas de corps, comment on fait? Ou alors quand le corps est tellement abîmé qu'on ne peut pas le voir ou qu'on refuse de le voir. Et parfois c'est bien de ne pas le voir. Mais quand il n'y a pas de corps, il y a un exemple vraiment qui m'avait frappé. Le 11 septembre 2001, on n'a pas retrouvé de corps, on a trouvé des morceaux de corps. Tout ce béton qui s'est... Et le besoin d'avoir un support tangible pour vivre le deuil s'est fait sur des recherches ADN que des appariements ADN pour voir ce fragment de corps correspond à ma fille, ma sœur, mon mari. Et j'ai entendu parler de rituels de deuil faits autour de la feuille qui attestaient la preuve du décès avec les photos, avec quelque chose. Là, au bout du compte, quand il n'y a pas de corps, on doit vraiment mobiliser beaucoup de symbolique. Beaucoup de quelque chose qui incarne la vie de la personne, parce qu'il y a un besoin fondamental d'incarner cette perte. Et moins elle est incarnée, plus c'est difficile dans l'intégration psychique, parce que notre esprit n'y croit pas. Tout simplement, le incroyable dure beaucoup plus longtemps. Donc, comment faire? C'est poser des actes qui incarnent le décès. Et ce n'est pas morbide, au contraire, on s'aide soi-même, parce que si c'est incarné à l'extérieur, la réalité de ce décès, on créera toutes les conditions pour l'intégration intérieure. Ça répond un peu à votre question? Ouais, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais je suis certain qu'il reste en vous une partie de vous qui ne croit toujours pas. C'est pas possible. Et ce c'est pas possible, après les années, il reste un peu encore. C'est difficile de vraiment toucher du doigt cette réalité. Voilà. C'est votre chemin à vous, là. La reconstruction se fait avec un pan de vous qui va rester avec une dimension qui n'y croit pas. Et ça ne veut pas dire que le processus ne se fait pas. Merci. J'aimerais poser une question concernant l'accompagnement psychologique. Vous avez parlé de dysfonctionnement tout à l'heure, qui pourrait, par rapport à des comportements qui pourraient parasiter les fonctionnements quotidiens. Et j'aurais voulu savoir quand est-ce que vous conseillez à une personne qui vit un processus de deuil dans un cas de dysfonctionnement, conseiller cette personne à aller consulter quelqu'un pour l'aider psychologiquement. C'est vraiment difficile de donner des dates, de donner des délais, parce que c'est tellement unique, une personne. C'est vraiment difficile. Néanmoins, il faut que je vous donne un élément de réponse quand même. Quand au fil du temps, et là, ça ne peut pas être dans les premiers, ça ne peut pas être dans la première année, parce que la première année, on est juste au début du troisième. Moi, je trouve que les dysfonctionnements, ils arrivent
en fin de deuxième étape et troisième étape. Un dysfonctionnement caractéristique de la fin de deuxième étape, quand ça n'arrive pas à se faire, c'est quand on crée tellement de conditions extérieures qu'on n'arrive pas à lâcher les supports extérieurs. Et pourtant, c'est nécessaire, hein, cette étape-là. Cette impression de perdre la personne une deuxième fois, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant parce qu'on dit, je ne vais pas perdre encore une fois, je vais l'oublier avec toute la culpabilité qu'il y a derrière. Et si j'arrête de souffrir, je vais perdre le lien. Si j'arrête de me sentir coupable, je vais perdre le lien. Donc, il faut voir aussi qu'il y a on a l'impression que par la souffrance, on garde le lien et on ne s'autorise pas à aller moins mal parce qu'on ne mérite pas, enfin, etc. Il y a plein de choses. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail psychique de ça, mais ça peut être un dysfonctionnement, ça, par exemple. Un lien qui est pérennisé que par la souffrance. Et plus on est intensément dans la souffrance, plus on a l'impression d'être intensément dans le lien. C'est quoi? C'est un bébé? Bonjour le bébé. Des bébés à l'INRES. Hein, et donc là, ça peut être une piste de dysfonctionnement, l'intensité de la nécessité du lien via la souffrance ou l'intensité du lien via la culpabilité. Là, quel que soit le délai, c'est c'est dysfonctionnel. Mais ça peut être aussi dysfonctionnel, comme je disais tout à l'heure, quand il y a un parasitage trop grand de l'existence. Quand on part en vacances et qu'on fait la valise de son petit, avec les pulls, les maillots de bain et tout, et qu'on prend la valise et qu'on l'ouvre sur le lieu de vacances et qu'on les range dans l'armoire, et qu'on refait la valise, et qu'on fait ça pendant des années, et qu'on ne va pas dans tel lieu parce que ce n'est pas le lieu où on a été avec le petit ou le conjoint, et que toute la famille est prise en otage de ça. Là, on est dans le dysfonctionnel. Etc. Il y a plein de cas de figure, plus ou moins subtils. Là, il y a un cas de figure aussi important, c'est quand monte en soi une volonté suicidaire. Je veux te rejoindre, donc je vais me tuer. Ça, c'est une idée qui est là, même dans le vécu dépressif, qui est là, l'idée de tuer pour, arrêter la souffrance, 2, rejoindre la personne qu'on a perdue, 3, arrêter avoir une réponse de pourquoi tu es mort. Hein, ça peut être ça aussi. Et l'intensité de ce désir suicidaire peut aussi amener, ce n'est pas un dysfonctionnement, mais c'est quelque chose qui peut amener de façon assez urgente à consulter. Et là, il faut vraiment tomber sur des gens qui comprennent l'enjeu qui est derrière et pas bombarder forcément avec des antidépresseurs qui peuvent parfois... Mais attendez, hein, grosse question des antidépresseurs, parfois c'est utile, parfois c'est pas utile. Mais a priori, le processus n'a pas besoin d'antidépresseurs, mais parfois on a besoin d'antidépresseurs dans des cas bien particuliers pour être aidé et avancer et réinvestir le monde. Il n'y a pas d'études qui démontrent si ça ralentit, freine ou inhibe le processus de deuil ou si c'est quelque chose qui est anodin. Il y a des études contradictoires. Des études disent ça freine, d'autres disent ça freine pas du tout. Donc je ne peux pas me prononcer par rapport à ça, mais au bout du compte, la réponse ne doit pas être médicamenteuse immédiatement. La réponse, elle doit d'abord être sur où on en est dans le vécu de la personne. Il y a un autre aspect, excusez-moi, ma réponse est un peu longue, mais c'est important, qui n'est pas de l'ordre du dysfonctionnement, mais qui est de l'ordre de veiller, est-ce que ce processus de deuil n'est pas parasité par un autre processus, qui est là un processus traumatique. Je m'explique. Une maman, pardonnez les images que je vais vous donner, une maman qui rentre dans la chambre de son adolescent et trouve son adolescent pendu. Il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est qu'il y a un processus de deuil qui s'enclenche. Et cette plaie de la perte, le processus de deuil a pour fonction de cicatriser ça. Premier processus qui est là. Mais potentiellement, je ne dis pas à chaque fois, hein, mais potentiellement, il y a un processus traumatique qui est là. C'est-à-dire il y a un traumatisme qui met... Un traumatisme, c'est quoi? C'est une situation inattendue qui met en situation d'impuissance et peut parasiter ou bloquer les mécanismes d'intégration de cet événement-là. Ce qui fait que, parfois, après quelques semaines, quelques mois, on peut voir apparaître, mais pas tout le temps, j'insiste bien, ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique, qui se traduit grosso modo par 3 éléments, des images intrusives, 10 fois, 100 fois, 1000 fois dans la journée, pas dans les premières semaines, hein, c'est normal.
mais je parle de plusieurs mois, voire années. On commence à parler de syndrome de stress post-traumatique après 2 ou 3 mois après le traumatisme, pas avant. Avant, c'est normal, mais quand ça persiste, des images intrusives ou des cauchemars à répétition, tout le temps, autour du même thème, par exemple la maman qui rêve qu'elle décroche son petit, encore et encore, toutes les nuits. Hein. Donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est un état de stress chronique qu'on appelle une hypervigilance et qui est un vécu de tension constante, tout le temps aux aguets, l'impression qu'une catastrophe imminente va nous voir arriver. Le moindre bruit, on sursaute, on est tendu comme un arc. Ça, c'est un deuxième critère de syndrome de stress post-traumatique. Le troisième, c'est pas tout le temps, mais parfois, des évitements des situations qui sont en lien de près ou de loin avec les situations de suicide. Par exemple, je ne peux plus prendre le métro parce que mon compagnon, ma compagne, s'est tué en métro. Je ne peux plus, etc., des évitements. Quand il y a ces 3 symptômes-là, vous êtes presque sûr qu'il y a un processus traumatique qui va faire comme un patin de frein, qui va freiner le processus de deuil. Donc si on ne s'occupe que de l'accompagnement du deuil, on va dire mais ça n'avance pas, il y a quelque chose qui freine. Il faut s'occuper du processus traumatique et c'est une approche qui est à part, notamment par des techniques comme EMDR, vous connaissez ? Ok, c'est bien, c'est rassurant, maintenant les gens commencent à connaître ça. EMDR qui est vraiment quelque chose d'extrêmement utile pour désengager du processus traumatique et de laisser son libre cours au processus de deuil, qu'on décide d'accompagner avec un professionnel ou pas, mais c'est une autre indication pour consulter. Vous avez parlé de deuil suite au décès de personnes. J'aimerais savoir ce que vous pensez du deuil suite à la rupture de relation familiale, amoureuse, ou simplement à la perte, je ne sais pas moi, d'un projet particulièrement cher, ou finalement où c'est une relation qui meurt ou une idée qui meurt et pas une personne. Le deuil de la relation d'amour, un divorce et tout, et c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que j'ai écrit un autre bouquin qui est même pas là, qui s'appelle Le couple brisé, de la rupture à la reconstruction de soi, qui est justement le processus de deuil de la relation. Ça n'est pas la même chose. Il y a une même tonalité, évidemment, mais vous n'êtes pas du tout dans l'idée de prendre la relation extérieure objective et installer une relation intérieure subjective. C'est pas vraiment ça, hein. Avec la personne qu'on a quittée. On n'est pas vraiment... C'est pas les mêmes axes. Dans la tonalité, c'est la même chose. Dans les étapes, c'est pas vraiment la même chose. Peut-être plus pour la personne qui a été quittée. Pas pour la personne qui quitte, c'est quelque chose d'un peu différent, mais il y a 2 processus non synchrones chez les 2 personnes, et puis l'autre personne n'est pas morte. Donc il y a quelque chose, il y a des composants, autant si on était vraiment très, très, très grossier. Hein. Le deuil, la tonalité principale, c'est un vécu dépressif et quelque chose qui est toujours autour d'une trace de culpabilité en soi. Autant le deuil d'une relation, c'est toujours une dimension peut-être plus de ressentiment, de blessure narcissique et on en veut quand même un petit peu à l'autre de nous avoir infligé ça. Donc on n'est pas dans les mêmes territoires émotionnels. Voilà. Okay. Juste, confondez pas. Vous connaissez Elisabeth Kübler-Ross, hein? Ok. Les 4 étapes d'Elisabeth Kübler-Ross, ce ne sont pas les 4 étapes du deuil. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Dissocier. Les étapes de Kübler-Ross, ce sont les étapes qui décrivent l'étape psychologique d'une personne confrontée en elle-même à une maladie grave et tout son cheminement psychologique d'intégration de cette nouvel état, maladie grave ou handicap ou autre. On n'est pas dans quelque chose d'une modification de relation d'une autre. Le processus de deuil, c'est un problème de relation. Kübler-Ross, c'est quelque chose qui est en lien avec beaucoup plus de l'identité de soi et l'intégration d'un événement de vie. D'accord ? Donc dissocier, ça n'a rien à voir. D'accord ? Et pourtant, souvent on parle deuil, processus de Kübler-Ross. C'est une erreur, c'est vraiment une grosse erreur, ce n'est pas les mêmes territoires. Bonsoir, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes en sortie de crématorium à qui je remettais l'urne. Et donc la question que je vais vous poser, c'est, vu l'expérience qui est la vôtre dans l'accompagnement, quelle place aujourd'hui, malgré un cadre légal qui est plus ou moins précis, quelle place pour les cendres dans le processus de deuil ? La législation a changé. Avant, on pouvait disposer des cendres un peu comme on voulait. Maintenant, il y a 4 lieux
soit c'est jardin de souvenirs, on répand les cendres dans un lieu particulier, soit dans un columbarium, soit dans une... j'ai oublié le troisième. Dans un caveau, oui, dans un caveau. Et soit on peut le répandre, une dispersion. Là, ce qui est... On n'a plus le droit de le garder au domicile. Oui, mais il y a plein de gens qui le font quand même. plein, je vous garantis. Mais il y a un enjeu particulier. En fait, je vais focaliser ma réponse sur l'urne qui reste à la maison. L'urne qui reste à la maison. Par exemple, un petit vient de décéder, il y a une crémation, ou le papa vient de décéder, une crémation, et l'urne est posée quelque part dans la maison. C'est depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, tous les morts étaient séparés des vivants. Il y a une fonction psychique là-dedans. À Rome, la Via Appia, hors de la ville, il y avait tous les cercueils autour de la ville. Avant, les cercueils étaient hors de la ville. Père-Lachaise, c'était... tous les cercueils, tous les cimetières étaient hors des villes. Maintenant, ils ont grandi, ça les inclut, mais c'était hors des villes. Le monde des vivants et le monde des morts n'étaient pas mélangés. Qu'est-ce qui se passe psychiquement quand on met le monde des morts avec le monde des vivants? On continue à avoir une relation extérieure objective avec une personne qui n'est plus là. Et en soi, on est dans un processus d'intégration intérieure de sa présence. Ça parasite le processus et ça crée toujours une présence. Imaginez, il y a un petit qui est décédé et il y a ses cendres dans la maison. Il y a deux autres qui sont là. Mettons deux ados, puis c'est le petit qui est décédé. Et il est là, dans la maison. On continue à interagir avec lui. Il continue à voir, la dynamique familiale se fait toujours avec un enfant qui progressivement devient parfait. Il fait plus de bêtises, il est plus enquiquinant, il est plus décevant. Il est plus décevant pour les parents du tout. Et donc, les enfants qui sont là, ils peuvent être que décevants. Ça devient un truc insurmontable de perfection à côté d'eux. Ils vont décevoir les parents et certains disent il vaut mieux être mort dans cette maison parce qu'on est mieux traité. Donc impérativement, à l'extérieur de la maison. Toujours à l'extérieur de la maison. Et si on les répand, un truc pratique, si on les répand pas dans un jardin de la maison. Pourquoi? Parce que des maisons, ça se vend. Et si vous vendez la propriété ou le jardin et que votre conjoint est sous le cerisier, il se peut après qu'il y ait une piscine à la place. Je ne dis pas ça en rigolant, ça s'est passé. Et après, il y a un truc comme ça qui est dans l'esprit qui est insoutenable. Donc vraiment, dans des lieux au moins de nature, voilà, ou de jardin de souvenirs, ou de nature, mais où il y a quelque chose, et aussi quelque chose quand il y a un proche qui garde les cendres, il prive les autres proches du lieu de sépulture. Ça, c'est important. On a besoin, même si on n'est pas directement impacté par le décès, de quand même savoir que c'est un lieu particulier. Même si c'est un lieu dans la nature, c'est juste ce parti de mer. Mais une fois à San Francisco aussi, il y avait un front de mer. Sur un petit sentier, j'ai vu juste vraiment un truc, une falaise, et il y avait juste une petite plaque qu'on découvre comme ça, fixée sur un rocher, et c'était ici sont les cendres de telle personne, et c'était répandu à tel endroit. Et bien, clairement, il y avait des gens qui avaient posé des fleurs comme ça, clairement des gens revenaient ici. C'était le lieu de sépulture, très vaste, mais au moins il y avait un point d'ancrage. C'est un peu la même chose. Il faut qu'il y ait un point d'ancrage. C'est ça, ces choses-là. Point d'ancrage pour aider, là, toujours la même chose, à créer le lien dans lequel on revient et toujours se dire, quelque part, cette personne, au moins son corps est là. Et peut-être qu'on désinvestit progressivement ce lieu, qu'on va moins au cimetière, finalement qu'on n'en vient plus, mais c'est dans l'ordre des choses si la construction intérieure, c'est bien faite. Mais on peut rester pendant des années à aller au cimetière régulièrement, il n'y a pas de problème, dans la mesure où ça ne vient pas parasiter le fonctionnement propre et le fonctionnement de l'entourage. Vous avez peur de mourir, vous? Vous en êtes où par rapport à ça? Super, merci. J'ai peur de souffrir.
J'ai peur de souffrir, j'ai peur de me dégrader, j'ai peur de ne pas pouvoir communiquer avec les gens que j'aime, j'ai peur de pouvoir d'être un... Oui, de souffrir et de ne pas pouvoir aborder le plus... Moi, j'aimerais mourir lentement. Je ne voudrais pas mourir brutalement. Je voudrais avoir le temps que ça vienne pour pouvoir mourir le plus en conscience possible. Ça, j'aime. Mais mourir le plus en conscience possible dans la mesure où je ne suis pas torturé par un cancer qui me bouffe et qui m'empêche d'être le plus serein possible. Vous savez, en travaillant dans les soins palliatifs, c'est cette proximité. Hein. Je ne dis pas que je n'ai pas peur, mais ça a été apprivoisé. Ça a été apprivoisé. Mais c'est juste par la proximité. Encore et encore de voir, et puis encore à écouter tous ces trucs de NDE, tous ces trucs de VSCD et tous ces sigles à coucher dehors. Il y a quelque chose qui est aussi en lien aussi avec une pratique spirituelle qui est là, une dimension spirituelle qui me met un cadre, hein, qui permet de tenir debout par rapport à toute cette violence-là, de la fin de vie, de la mort. Voilà, on verra. Il se peut que je pousse des hurlements de panique et tout, mais a priori, c'est un peu apprivoisé. On verra. Je garantis rien. On verra.